Au niveau de langage JavaScript, on a travaillé le mini-projet calculatrice. On a travaillé un calculatrice, ça veut un design qui est capable d'effectuer les opérations mathématiques de base. Aussi, on a géré les cas, Bonsoir, monsieur. au niveau de faire une révision sur la syntaxe de langage JavaScript. On a travaillé avec les boucles, les structures conditionnelles. Aussi, on a fait une révision concernant la gestion de DOM parce qu'on a géré tout simplement les différents boutons de notre calculatrice et aussi les inputs ou le span où on a affiché le résultat, c'est l'écran de notre calculatrice. Alors, aujourd'hui, on va passer à notre mini-projet gestion des tâches, ou ce qu'on appelle to-do list en anglais. Alors, gestion des tâches, ça veut dire tout simplement, on veut gérer les tâches. Alors, en supposant que à chaque fois on veut faire une opération, alors cette opération, on va diviser en plusieurs tâches. Alors, notre objectif, c'est tout simplement créer une application, ça veut dire une interface web qui donne à la main à l'utilisateur de sauvegarder une tâche, de supprimer une tâche et aussi de changer l'état d'une tâche. Ça veut dire, est-ce que la tâche terminée, est-ce que en cours, est-ce que bloqué, etc. Alors, bien sûr, ici, nous avons tout simplement, elle doit gérer des informations. Ça veut dire, nous avons un ensemble des informations. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque tâche, voilà, chaque tâche sera caractérisée, pardonnez-moi, par un titre, ok? Alors, par exemple, voilà, par exemple, rendez-vous avec médecin, par exemple, ou pardonnez-moi, c'est pas rendez-vous avec médecin, faire les devoirs, par exemple. Par exemple, c'est une tâche à faire. Voilà. Et aussi, nous avons l'état. Alors, ça veut dire, c'est quoi l'état? Voilà, l'état. Alors, au niveau de l'état, par exemple, en cours. Ça veut dire en cours, voilà, cette tâche en cours de travail. OK? Alors, pardonnez-moi. Voilà. Alors, ça veut dire tout simplement chaque tâche, elle est caractérisée par un titre et l'état du tâche. Par exemple, faire les devoirs, cette tâche, il est en cours d'effectuer ou là en cours de traitement. OK? Et aussi, on va stocker un ensemble des tâches. Alors ici, la question posée, comment on peut stocker tout simplement ces informations parce que l'utilisateur, il va demander de sauvegarder une tâche, de manipuler la tâche, supprimer la tâche. Alors, comment on va sauvegarder puisqu'on a parlé sur tout simplement on a parlé sur les types, les variables, la notion des variables, et on a dit que tout simplement les variables, c'est l'exploitation des mémoires. Ça veut dire on va gérer la mémoire de notre ordinateur, bien sûr la mémoire vive, ça veut dire la mémoire. Voilà. Alors pour sauvegarder l'ensemble des tâches, alors dans ce cas-là, on va tout simplement utiliser un type de variable, ce qu'on appelle tableau des objets. Alors, tableau des objets, c'est tout simplement, c'est un tableau. Voilà. Alors, c'est un tableau que chaque case du tableau, il contient un objet. Alors, en supposant que nous avons, par exemple,
Voilà. Alors, je vais juste... Voilà. Ça veut dire chaque tâche sera sauvegardée. Voilà. Chaque tâche sera sauvegardée dans une case. Voilà. Case 2. Voilà. Voilà. Alors comme ça, tout simplement, nous avons la structure de notre tableau. Ça veut dire au niveau de chaque case, on va sauvegarder une tâche. Et comme ça, on va sauvegarder l'ensemble des tâches demandées par l'utilisateur à sauvegarder. Alors aussi, tout simplement, le tableau sera être indexé. Alors bien sûr, on commence par l'index 0. Voilà. Alors, index 0, 1, etc. Alors, comme ça, on va tout simplement sauvegarder l'ensemble des tâches et comme ça, on va tout simplement travailler la gestion des tâches. Alors aussi, le JavaScript, il va fournir un ensemble de fonctions qui vous facilitent la gestion tout simplement des données sauvegardées dans un tableau d'objets. Par exemple, il va fournir une fonction qui vous permet d'ajouter un élément, une fonction pour supprimer un élément, une fonction pour faire la mise à jour, d'autres fonctions pour faire des recherches à l'intérieur de votre tableau, d'autres fonctions pour effectuer des opérations. Alors voilà, comme ça tout simplement le JavaScript, il va fournir un ensemble de fonctions qui vous facilitent tout simplement à traiter les services demandés par notre utilisateur. Alors pour cela, je vais partager l'écran. Alors voilà, on va passer la pratique. Alors, on commence par les tableaux d'objets. Alors, je vais créer la page index.html. Voilà. Alors, je vais augmenter un peu le zoom. Voilà. Alors, ici, je vais créer tout simplement script. Alors, voilà. Alors, on va commencer tout simplement tu peux déclarer un tableau d'objets. Ça veut dire comment on déclare un tableau d'objets. Alors, on commence par déclaration. Alors, en supposant par exemple, on veut sauvegarder les informations d'un ensemble des étudiants. Et chaque étudiant, il est caractérisé par le nom et l'âge. Alors, on va utiliser le const, le nom du tableau. Alors, bien sûr, ici, tu peux attribuer n'importe quel nom. Alors, puisque je vais sauvegarder les informations des étudiants, pour cela, j'ai nommé étudiant égal. Et entre les cotes, tu vas déclarer vos objets ici. Alors, chaque objet déclaré, tu vas mettre entre les accolades. Alors, par exemple, le nom, deux points. Alors, entre les guillemets, puisque nous avons une chaîne de caractères. Alors, par exemple, le nom, elle est, virgule, H, deux points. Alors, ici, l'âge, c'est une valeur numérique. Alors, tout simplement, sans les guillemets, virgule, pour déclarer deuxième objet. Alors, la même chose, je vais faire copier-coller. Voilà. Alors, en supposant que nous avons, par exemple, Sarah, 26. Alors, par exemple, nous avons Yassine, 30.
24 pour Hiba. Alors voilà. Alors voilà, on a tout simplement déclaré un tableau, on a nommé étudiant. Notre tableau étudiant, il contient 4 objets. Chaque objet, il est caractérisé par le nom et l'âge. Alors maintenant, pour accéder à vos éléments, ça veut dire par exemple, je veux accéder à l'élément, premier élément par exemple. Ok, je vais accéder au premier élément. Alors comment je vais faire? Par exemple, je demande d'afficher le premier élément. Alors console.log, on va utiliser le nom du tableau étudiant et entre les cotes, tu vas définir le numéro de l'indice de l'élément. Alors, nous avons dit que la numérotation sera commencée par 0. Alors, le premier élément de votre tableau a l'indice 0. Alors, ici, je demande l'indice 0. Alors, on va exécuter notre page. Voilà. Donc voilà, je vais diviser l'écran en deux. Console. Voilà. Alors ici, il a dit quoi? C'est un objet. Alors voilà, il a affiché le premier élément. Voilà, il a affiché le premier élément à L. Alors par exemple, je demande l'élément numéro 3. Alors il a affiché Hiba. Alors voilà, il a affiché le nom Hiba, l'âge 24. Alors voilà, c'est l'élément numéro 3, 0, 1, 2 et c'est la dernière élément. Alors voilà, comme ça, tu peux tout simplement afficher un élément dans votre tableau. Alors, si vous voulez afficher juste une propriété, ça veut dire je veux afficher juste le nom. Je demande d'afficher juste le nom, c'est pas l'âge. Alors ici, on va utiliser point et après, tu vas suivre par la propriété que vous voulez afficher. Alors, par exemple, ici, le nom, il va afficher juste Hiba. Si j'ai dit, par exemple, l'âge, il va afficher tout simplement juste 24. Alors voilà. Alors tout simplement avec les index, tu vas spécifier la ligne de votre tableau et avec la concaténation avec point, tu vas tout simplement personnaliser quelle propriété vous voulez afficher à votre élément. Alors, aussi, nous avons la propriété .length. Alors, la propriété .length, tout simplement, il nous permet de récupérer la taille de notre tableau. Alors, par exemple, ici, il a affiché 4. Ça veut dire que nous avons 4 éléments. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, ici, il a affiché 4. Alors, c'est la propriété .length. Alors, la propriété .length, tout simplement, c'est une propriété qui nous permet de calculer le nombre des éléments. Alors, on va utiliser bien sûr pour afficher tout simple, pardon, pour faire des statistiques, par exemple, le nombre des étudiants total au niveau de l'école, le nombre des étudiants par secteur d'âge, etc. Alors aussi, tout simplement, on peut parcourir le tableau. Ça veut dire quoi parcourir le tableau? On va lire le tableau ligne par ligne. Par exemple, je veux afficher tout le tableau. Normalement, pour afficher une ligne, alors ici, on va écrire par exemple 0. Alors, ça, c'est nous permet d'afficher un seul élément. Alors, par exemple, je veux afficher, par exemple, tous les éléments. Alors, comment je vais faire? Alors, tout simplement, ici, à chaque fois, je vais changer 0, 1, 2, 3,
4, pardon, 3. Alors, tout simplement, ça, c'est un compteur. Alors, ici, je peux utiliser une boucle, par exemple, la boucle for, comme nous avons étudié. Alors, je vais déclarer un compteur. Je demande que notre compteur sera commencé par l'index 0 et je vais mettre tout simplement une condition d'arrêt. C'est quoi la condition d'arrêt? C'est tout simplement le compteur strictement inférieur à la taille du tableau, inférieur à 4, parce que la dernière indice c'est 3. Alors je vais dire i strictement inférieur à la taille du tableau. Comment la taille du tableau? C'est étudiant.length. C'est la propriété length. Alors voilà. Et à chaque tour de la boucle, je demande d'incrémenter le compteur. Alors, et à l'intérieur, ça veut dire à chaque tour du boucle, je demande d'afficher, voilà, un élément. Alors, ici, je vais mettre le compteur i. Alors voilà, comme ça, il a fait quoi? Il a affiché tous les éléments de notre tableau, Ali, Sarah, Yassine et Hiba. Alors ça veut dire ici, il a fait quoi? Nous avons créé un compteur et nous avons initialisé le compteur à 0 et à chaque fois, je demande d'afficher l'index qui représente le compteur. Alors dans le premier tour sera 0. Vérification de conditions. Est-ce que 0 est strictement inférieur à 4? Oui. Et plus 1. On affiche deuxième élément. 3, 2, troisième élément. 3, quatrième élément. 4. Alors, est-ce que 4 est strictement inférieur à 4? Non. Il va quitter tout simplement la boucle. Et voilà comment, tout simplement, comment elle a affiché tous les éléments. Aussi, je peux afficher juste les noms. Par exemple, je vais mettre point nom. Il va afficher juste les noms. Voilà, Ali, Sarah, Yassine, Hiba. Par exemple, vous voulez tout simplement afficher juste les noms. OK? Aussi, tout simplement, les boucles, ce sont des structures qui nous permettent vraiment de manipuler le tableau ou ce qu'on appelle aussi de parcourir les tableaux d'objets. Ça veut dire quoi parcourir? Ça veut dire lire le tableau ligne par ligne. Mais vraiment, en JavaScript, nous avons d'autres boucles qui sont vraiment programmées spécialement pour gérer d'une manière très facile les tableaux d'objets. C'est la boucle for each. OK? Alors, étudiant.for each. Alors, et entre la méthode, entre les parenthèses, je vais créer une fonction fléchée. Voilà. Alors, tout simplement, la boucle for each, c'est une boucle qui nous permet tout simplement de parcourir le tableau ligne par ligne. Alors, il suffit tout simplement de déclarer un paramètre ici. Avec cet paramètre, tu vas lire ligne par ligne. Ça veut dire au premier tour, le paramètre sera sauvegardé Ali, âge 20. Dans le deuxième tour, Sarah 26. Dans le troisième tour, Yassine 30. Dans le quatrième tour, Hiba 24. Alors comme ça, tout simplement, le paramètre va à chaque fois sauvegarder le contenu d'un élément. Et bien sûr, quand je passe l'élément suivant, alors automatiquement, on va supprimer l'ancien élément et on va remplacer par le nouveau élément et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre tableau. Alors pour cela, je vais appeler l'élément par exemple ETD, abréviation de étudiant. Alors ici, je vais dire quoi? Tout simplement console.log et ici, je vais dire quoi? Afficher les ETD. Alors voilà, comme ça, il va afficher tout simplement, voilà, ça veut dire que le ETD, dans la première tour de la boucle, il apprend le premier élément, il a affiché Ali 20, Sarah 26, etc.
Et aussi, je peux tout simplement afficher que le nom, etd.nom. Il va afficher juste la liste des noms. Ou par exemple, etd.âge. Alors, comme ça, je vais afficher tout simplement l'âge d'un étudiant. Alors, voilà comment la boucle for each, vraiment, il vous permet tout simplement il vous permet de parcourir le tableau, ça veut dire lire le tableau ligne par ligne, ok, ligne par ligne, et tout simplement ligne par ligne, et à chaque tour, tout simplement un paramètre qui va sauvegarder la ligne et par la suite, il attend l'opération que vous voulez effectuer. Alors aussi, le JavaScript, il vous permet tout simplement avec la fonction putsch de rajouter un élément. Ça veut dire quoi rajouter un élément? C'est tout simplement de ajouter un élément à notre table. Par exemple, je veux rajouter l'étudiant Jawad. Alors, comment faire ça? Tout simplement ici, je vais dire étudiant, le tableau étudiant, et je vais appeler la fonction putsch, c'est la fonction qui nous permet d'ajouter un élément, et à l'intérieur tout simplement de les parenthèses de putsch, on va définir notre nouveau élément. Alors par exemple, je vais rajouter l'étudiant Jawad. Alors ici, je vais dire le nom, c'est Jawad. Voilà. Et l'âge, par exemple, 40. Voilà. Alors ici, j'ai demandé quoi? J'ai demandé tout simplement d'ajouter l'étudiant Jawad à notre tableau. OK? Alors, je vais faire l'affichage avant l'ajout. Alors, console.table étudiant. Et je vais afficher aussi après l'ajout pour vérifier est-ce qu'on a bien ajouté l'élément. Donc voilà, alors je vais vérifier maintenant. Alors dans le premier tableau, nous avons 4 étudiants, Ali, Sarah, Yassine et Hiba. Mais dans le Monsieur, deuxième tableau, nous voilà de insérer tout simplement de ajouter un autre élément à votre tableau d'objets. Alors aussi, nous avons la fonction pop et aussi la fonction splice. Alors la fonction pop et la fonction splice, ce sont deux fonctions qui vous permettent de supprimer un élément. Alors par exemple, si vous voulez supprimer la dernière élément, alors ici je vais dire étudiant.pop. Alors voilà. Alors, j'ai dit que la fonction pop, c'est une fonction qui nous permet tout simplement de supprimer la dernière élément. Alors, par exemple, ici, si vous voulez supprimer la dernière élément de votre tableau, alors tout simplement ici, tu vas utiliser la fonction pop. Alors, par exemple, ici, j'ai demandé de supprimer la dernière élément, puis afficher le tableau à nouveau. Alors, voilà. Alors, le tableau ici, nous avons l'étudiant Jawad, mais après l'exécution de la fonction pop, voilà, on va remarquer qu'il a supprimé la dernière élément. Alors, si vous voulez supprimer un élément bien déterminé ou effectuer grosso modo l'opération de suppression ou un ensemble des suppressions en même temps au niveau d'un tableau, alors dans ce cas-là, on va utiliser la fonction splice. Alors, au niveau de la fonction splice, nous avons deux paramètres. Alors, par exemple, je vais demander par exemple ici 1. Et ici, je vais écrire dans le premier paramètre 1, deuxième paramètre 2. Alors ici, on va voir ensemble c'est quoi l'action sur notre tableau.
Alors voilà, ça c'est le tableau tout simplement original. Après l'exécution de la fonction splice, notre tableau devient comme ça. Alors, splice, il a fait quoi? Il a supprimé l'élément numéro un, c'est Sarah. L'élément numéro un, Sarah. Et ici, j'ai dit quoi? Le nombre des éléments à supprimer. Ici, j'ai écrit 2. Ça veut dire il va supprimer Sarah et Yassine. Alors voilà, il reste que Ali, Iba, Jawad. Alors la fonction splice, le premier paramètre, c'est pour spécifier quel élément vous voulez tout simplement supprimer. Alors, deuxième paramètre, le nombre des éléments à supprimer à partir de l'élément fixé, bien sûr, au départ. Alors ça, c'est la fonction splice qui nous permet tout simplement de supprimer, voilà, de supprimer un élément. Alors aussi, le JavaScript, il donne aussi quelques fonctions pour faire des recherches sur votre tableau. Alors, par exemple, en supposant, par exemple, on veut chercher, voilà, on veut chercher, par exemple, voilà, voilà. Alors, par exemple, on veut faire un recherche par nom. Par exemple, je veux chercher tout simplement l'étudiant, par exemple, l'étudiant Sarah. Alors ici, je vais faire quoi? Je vais déclarer une constante où je vais stocker le résultat de la recherche. Alors, const résultat. Alors, ça veut dire que je vais stocker le résultat de la recherche dans le constante résultat. Et après, je demande étudiant, point, la fonction find, voilà. Et à l'intérieur de la fonction find, je vais créer un élément pour, tout simplement, un élément pour parcourir le tableau, ETD par exemple, égale supérieur. Voilà. Et si je demande, tu vas faire quoi? Tu vas vérifier pour chaque élément, tu vas vérifier etd.nom. Est-ce que le nom de l'élément égale Sarah? Voilà. Alors voilà. Alors j'ai dit quoi? Alors tout simplement, j'ai créé une constante, j'ai appelé résultat et j'ai stocké à l'intérieur de cette constante le résultat de cette opération. C'est quoi l'opération? C'est au niveau du tableau, j'ai utilisé la fonction find et entre les parenthèses de la fonction find, j'ai créé un élément etd avec laquelle je vais tout simplement parcourir notre tableau. Après, j'ai demandé à chaque fois que tu vas lire un élément, tu vas vérifier le nom de cet élément, est-ce que égale Sarah? S'il égale Sarah, tu vas stocker dans résultat. Alors ici, je vais demander d'afficher le résultat pour voir le résultat de la recherche. Console.log. Et je demande d'afficher le résultat. Alors, console.log. Alors voilà, le résultat. Alors, non, attendez. Alors, constante, résultat. Voilà. etd.nom. Sarah. Alors, pourquoi undefined? Pardonnez-moi. Je vais actualiser. Alors, ici. Ah oui, parce qu'on l'a supprimé avant.
pardonnez-moi, parce qu'on a supprimé l'élément. Alors ici, on a supprimé Sarah. Alors voilà, ici, il a affiché quoi? Il a affiché Sarah. Voilà l'objet qu'il a affiché, le nom Sarah, âge 26. Alors voilà, comme ça, on peut tout simplement effectuer des recherches. Alors par exemple, si j'ai dit chercher sur l'étudiant Hiba, voilà, il va afficher les informations de l'étudiant Hiba. Alors voilà comment le JavaScript, il va fournir tout simplement, tout simplement la fonction find pour tout simplement chercher sur un élément. Alors, en supposant par exemple maintenant, on veut chercher sur les étudiants qui ont un âge supérieur par exemple à 25. Alors, dans ce cas-là, le résultat, dans ce cas-là, le résultat, c'est tout simplement, ici, nous avons trois éléments. Alors, nous avons Sarah, elle a un âge 26, il est supérieur à 25. Nous avons Yassine, 30, et nous avons Jawad, 42. Alors, si on met, par exemple, ici, la condition, et on va voir le résultat. Alors, âge supérieur à 25. Alors ici, le résultat, c'est quoi? Il a affiché juste Sarah. Pourquoi il a affiché juste Sarah? Parce que la fonction find, c'est une fonction qui vous permet de retourner un seul élément. Il ne peut pas retourner plusieurs éléments. Ça veut dire il a trouvé que Sarah supérieure à 25, même s'il a trouvé Yassine et Jawad, mais en tout cas, il ne l'a pas retourné parce qu'il est déjà trouvé un élément qui respecte la condition. Alors, pour résoudre ce problème, le JavaScript, il va fournir tout simplement la fonction filtrer. Alors, la fonction filtrer, c'est une fonction qui vous permet d'effectuer des recherches au niveau de votre tableau, mais en même temps, il vous permet de retourner plusieurs éléments. Si votre recherche, il va retourner plusieurs résultats, alors la fonction filtre, il est capable de retourner tout simplement plusieurs résultats. Alors voilà maintenant le résultat. Voilà, il va afficher quoi? Il va afficher les trois étudiants que leur âge est supérieur à 25. Alors voilà, si vous voulez tout simplement effectuer une recherche, et tout simplement, cette recherche va retourner plusieurs éléments en même temps. Alors, dans ce cas-là, tu vas utiliser la fonction filtrer. Mais si votre recherche, tout simplement, il va tout simplement retourner un seul élément, alors dans ce cas-là, tu vas tout simplement utiliser la fonction find. C'est ça la différence entre la fonction find et la fonction filtrer. Alors, aussi, tout simplement, aussi, le JavaScript, il fournit aussi tout simplement la possibilité d'effectuer des opérations sur votre tableau. Alors, par exemple, en supposant, par exemple, nous avons notre tableau, il contient, par exemple, 4 étudiants. Je veux tout simplement rajouter 5 ans sur tous les âges. Alors, ici, pour faire l'opération, normalement, il doit à chaque fois modifier. Par exemple, il doit faire quoi? Elle doit, voilà, pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi. Voilà. Alors voilà, comme j'ai déjà dit, tout simplement, elle doit faire quoi? À chaque fois, tu vas faire, par exemple, pour changer aller, tu vas faire étudiant, index, pardon, 0, point âge. Alors, par exemple, nous avons, voilà, nous avons 20, tu vas mettre 25. Alors voilà, on a modifié tout simplement
tout simplement, on a modifié 25. Ou on peut utiliser, par exemple, une boucle. Alors, dans ce cas-là, je vais faire la boucle for each. Voilà. La boucle for each. Voilà. Alors, la boucle for each. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. La boucle, pardon, étudiant point for each. Et à l'intérieur, je vais demander un élément. Je vais créer une fonction. Et ici, je vais dire quoi? Voilà. Je vais dire à chaque fois, tu vas récupérer tout simplement, tu vas modifier l'âge, e.h égale quoi? L'ancien valeur h et tu vas rajouter 5. Alors voilà, comme ça, tout simplement, alors je vais afficher avant. Voilà. Pardonnez-moi, je vais afficher avant pour voir comment on a fait l'opération. OK? Alors, voilà. Alors ici, on va comparer. Alors voilà, dans le premier tableau, elle est ici 20, elle est ici 25 après l'opération qu'on a fait, parce qu'on a dit qu'elle doit récupérer l'ancien H et tu vas rajouter 5. Après, tu vas stocker dans l'âge de notre élément. Alors ici, nous avons 26. 26 plus 5 ans, c'est 31. Nous avons ici 30 plus 5, c'est 35. Alors voilà, on peut tout simplement faire cette opération. OK? Alors aussi, nous avons vraiment d'autres fonctions fournies par tout simplement par le JavaScript qui nous permet de faire des transformations au niveau de notre tableau. Ça veut dire on va faire une transformation et aussi on va garder une copie de premier tableau. OK? On va garder le tableau original et on va faire une opération et on va sauvegarder tout simplement dans un autre tableau. Alors, par exemple, je vais dire const, par exemple, mise à jour étudiant. Voilà. Alors, au niveau de cette constante, tu vas stocker étudiant. Alors, ça, c'est la fonction map. Alors, s'il vous plaît, tu vas récupérer chaque élément du tableau. Voilà. Pardonnez-moi. Tu vas récupérer chaque élément du tableau avec le paramètre E. Voilà. Et à chaque fois, tu vas faire quoi? Tu vas récupérer l'âge de l'élément et tu vas rajouter E.h et tu vas rajouter 5 sur l'âge tout simplement de l'étudiant. Et après, je demande d'afficher l'étudiant et aussi, je demande d'afficher la constante mise à jour étudiant. Voilà. Alors voilà. Alors tout simplement, on a... Voilà, très bien. Ça, c'est pour bien comprendre. Alors ici, on a tout simplement fait quoi? On a récupéré tout simplement juste l'opération qu'on a effectuée. Alors voilà, le tableau original, il garde le même, mais l'opération, c'est l'âge après l'ajout, on a récupéré et on a gardé la première version du tableau, on a gardé sans toucher. Alors ça, c'est la fonction map.
Alors aussi, on peut créer, par exemple, récupérer les noms, je vais dire les noms des étudiants, et je demande de récupérer que les noms. Alors ici, je demande, par exemple, tu vas récupérer que les noms des étudiants. Alors e.nom, et je demande d'afficher le tableau nom. Alors voilà, comme ça, il a tout simplement, voilà, il a gardé le premier tableau étudiant avec la forme originale, et après il a créé une autre copie, on a appelé le nom, et il a sauvegardé tout simplement que les noms des étudiants. Alors voilà, via la fonction map, c'est tout simplement, on peut on peut tout simplement effectuer des opérations sur le tableau, et aussi récupérer tout simplement récupérer aussi tout simplement le résultat de l'opération, et garder le tableau ou le premier tableau normal avec la première forme ou première version. Ça veut dire effectuer des opérations sur le data sans toucher le data source. Ça veut dire les données sources de votre base de données. Alors voilà comment le JavaScript, il fournit tout simplement, on va voir le premier application de tableau des objets avec les différentes fonctions qu'on a étudiées, bien sûr. Alors, dans un projet réel, gestion des tâches. Alors, bien sûr, gestion des tâches, nous avons beaucoup des logiciels très reconnus pour, par exemple, pour Trello, comme Trello, comme Jira, Agile. Alors, ce sont tout simplement Jira et Trello, c'est le plus célèbre au niveau de gestion des tâches. Alors, je vais partager l'écran avec vous pour commencer le travail. Alors, bien sûr, on va commencer par le front-end, ça veut dire par le user interface, ça veut dire le front-end utilisateur. Alors, bien sûr, je vais supprimer tout ça. Alors, je vais utiliser le Bootstrap. Alors, pour cela, je vais passer à récupérer les links Bootstrap. Alors, je vais accéder le Git Bootstrap. Et ici, je vais copier les links tout simplement de CSS. Alors voilà. Alors voilà. Link. Voilà. Et je vais insérer le lien ici. Et en bas, je vais tout simplement insérer les links vers les plugins JavaScript de Bootstrap. Alors voilà. Je vais nettoyer un peu les links. Alors, c'est pas besoin. Voilà. L'intégrité. Voilà. Alors voilà, maintenant, je peux bien sûr utiliser le framework Bootstrap. Alors bien sûr, le Bootstrap, c'est une framework qui vous permet tout simplement de créer des front-end réponsives, ça veut dire adaptables avec toutes les résolutions, et aussi d'une manière très rapide, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de CSS et beaucoup de HTML pour tout simple, pardon, beaucoup de CSS pour formater votre front-end. Alors, bien sûr, je vais commencer par un container, de créer un container. Container. Voilà. Et je vais à l'intérieur de notre container, je vais créer un row. Alors, div.row. Et à l'intérieur, je vais créer tout simplement une colonne où je vais créer deux colonnes, ok? Où je vais créer tout simplement une colonne qui va mesurer la moitié de la ligne. Alors ici, je vais demander div.col md6. Alors ça signifie quoi? J'ai demandé tout simplement quand vous êtes dans des résolutions médium, à partir de médium et large,
tu vas diviser la ligne de notre écran en deux parties. Et dans la première partie, tu vas tout simplement, à l'intérieur, je vais créer tout simplement une carte. Alors, div.carte. Alors, je vais tout simplement au niveau de div.carte header. Voilà, ça veut dire l'entête de notre carte. Alors, au niveau de l'entête, je vais insérer un titre et je vais mettre gestion des tâches. Voilà. Et après, je vais passer, pardonnez-moi, voilà, après, je vais passer la partie body de notre carte. Alors, carte, pardon, div.carte, body, voilà. Alors, au niveau de contenu, je vais créer une division, ça veut dire je vais créer une input avec un bouton. Alors, pour cela, je vais utiliser la classe input group fournie par tout simplement par le Bootstrap pour gérer les éléments d'un formulaire que nous avons déjà étudié. Alors, div.input group, voilà. Et à l'intérieur, je vais insérer une input. Alors, pour les inputs, le Bootstrap, il formate dans la classe form control. Voilà. Et tout simplement ici, je vais mettre place holder. Ici, je vais demander d'écrire, voilà, d'écrire tâche ici. Voilà. Alors, après, je vais tout simplement créer un bouton. Je vais utiliser la classe btn de Bootstrap. OK? Et je demande une bouton succès, ça veut dire une bouton verte. Voilà. Et tout simplement, je vais créer une liste. Alors, UL. Alors, je vais appeler la classe list group qui vous permet de formater les listes. Et ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre tout simplement les éléments ici. OK? Ça veut dire les tâches ajoutées par l'utilisateur ici. OK? Alors maintenant, je vais vérifier notre front-end. Alors voilà. Alors, il a créé une carte et tout simplement au niveau de la carte, alors tout simplement la carte, il est soudée en haut. Alors ici, je demande, voilà, pardonnez-moi, voilà. Alors ici, au niveau de container, je demande un margin top. Alors MT, la classe MT de 5. Alors comme ça, pour créer un espace, tout simplement, pour créer un espace entre la carte et les bordures supérieures de notre navigateur. Alors aussi, je peux styliser un peu notre carte. Par exemple, pour notre carte, je demande par exemple un shadow, par exemple la classe shadow. Alors la classe shadow, c'est tout simplement, voilà, pardonnez-moi, shadow. Voilà. Alors il vous permet, voilà, il a créé un shadow, tout simplement voilà, il a créé un shadow, ça veut dire notre carte devient en premier plan par rapport à le premier plan, c'est la page. Alors aussi, on peut styliser tout simplement notre en-tête de notre carte. Par exemple, ici, au niveau de carte header,
je demande par exemple de changer l'arrière-plan. Par exemple, je vais mettre un arrière-plan bleu, par exemple, primary. Voilà, beige primary. Et je demande un texte blanc. Alors, texte white. Voilà. Alors voilà, gestion des tâches. Et ici, une input, tout simplement pour décrire la tâche. Très bien. Alors, aussi, concernant notre bouton, on a oublié, voilà. Alors ici, sur le bouton, on a oublié, voilà. Ici, je vais demander ajouter, voilà, pardon, voilà, ajouter. Alors, je peux faire un effet de hover. Alors ici, je demande btn outline succès. Alors tout simplement, la classe outline, il vous permet de rajouter le hover. Voilà, quand je positionne le curseur au niveau de notre bouton, il va avoir le hover. Alors voilà, c'est bien maintenant. Et au niveau de la liste, ici, on va rajouter tout simplement, voilà, on va rajouter tout simplement les éléments de notre liste. Alors aussi, on peut créer un footer. Alors, pardonnez-moi, un footer à notre carte. Alors ça, c'est la partie body. Ça, c'est la partie header. Et maintenant, je demande div point, par exemple, carte footer. Voilà. Alors, je demande un arrière-plan noir, dark. Voilà. Et texte white. Alors, par exemple, au niveau de footer, je vais faire quoi? Je vais tout simplement faire des statistiques. Alors, par exemple, H6, un titre. Par exemple, total. Des tâches, par exemple. Ça veut dire en bas, on va afficher le total des tâches. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, très bien. Alors ici, on va afficher tout simplement le total des tâches que nous avons au niveau de notre liste. Et bien sûr, on va faire notre liste ici. Alors voilà. Alors voilà. Alors maintenant, je demande quoi? Je demande tout simplement de centrer notre application au centre. Alors ici, tout simplement, je demande à notre row justifier contenu center. Alors, je vais appeler la classe justifier contenu center. Voilà. Alors voilà, comme ça tout simplement notre application sera tout le temps affichée au centre de notre écran. Alors voilà comment le voilà, comment le bootstrap et aussi quand je suis dans une résolution, large résolution, il va prendre la moitié de l'écran. Mais quand je suis dans une mobile, non, il va avoir tout simplement la totalité de l'écran. Alors voilà le mobile. Alors comme ça le bootstrap tout simplement il va fournir un design réponsive, ça veut dire adaptable avec la version web, la version mobile, etc. Alors, voilà. Aussi, d'autres choses au niveau de, voilà, au niveau de la tâche. Alors, concernant UL, voilà. Alors, pour le UL, si tout simplement, on a ajouté un élément avec IL. Alors, au niveau de UL, ici, on a réservé un espace pour les éléments. Alors, ici, je vais faire quoi? Alors, voilà, ici. À chaque fois, quand l'utilisateur va demander à ajouter tout simplement
voilà, ajouter un élément, on va ajouter à cette liste. Alors pour cela, je vais dire un titre H5. Je vais appeler liste des tâches. Voilà. OK. Aussi, normalement, nous avons ce qu'on appelle une action. OK. Nous avons action. Par exemple, la partie où on va afficher tout simplement le bouton supprimer et le bouton, par exemple, modifier l'état, etc. Alors, pour cela, je vais rajouter d'autres H5 et je vais mettre action. Voilà. Alors, je vais vérifier la donne. Alors, voilà, liste des tâches actions. Alors, normalement, elle doit tout simplement afficher, voilà, je peux, oui, l'action, pourquoi pas. Alors, normalement, il doit afficher les unes devant les autres. Alors, pour cela, je vais faire quoi? Je vais créer une division avec disposition flex, deflex, et je vais mettre les deux éléments à l'intérieur de cette division. Voilà. Alors ici, je demande justifier contenu, la classe justifie contenu, space between. Alors voilà, ça c'est la classe au niveau de Bootstrap. Je demande flex. Voilà, c'est le display flex. Alors ici, justifie contenu, c'est voilà, voilà, justifie contenu between. Ça, si vous voulez afficher des éléments les unes devant les autres, ok, avec un espace bien sûr pour exploiter toute, voilà, pour exploiter tout simplement tout l'espace. Alors voilà. Alors maintenant, nous avons liste des tâches. Devant liste des tâches, nous avons action. Bien sûr, je vais créer un espace tout simplement entre le input et le titre. Alors ici, alors voilà, je vais demander ici un margin dans l'axe Y de, par exemple, 4 pixels, la valeur 4. Alors voilà, il a créé. Et aussi, je peux changer la couleur. Alors, texte danger, par exemple, je vais écrire en rouge. Voilà, je vais l'écrire en rouge. Ou je peux tout simplement, voilà. Alors, après, ici, je vais faire quoi? Je vais insérer les éléments. Alors, bien sûr, les éléments, je vais insérer avec LI. OK? Je vais appeler la classe Bootstrap list group item. Voilà. Et ici, je vais mettre quoi? Je vais tout simplement insérer le titre de notre, tout simplement le titre de notre tâche. Alors, pour cela, je vais mettre H5. Alors, titre, tâche. Voilà. Et je vais tout simplement faire tout ça, ce qu'on appelle, il doit faire tout simplement les boutons supprimés et aussi le bouton terminé pour afficher le statut, ça veut dire soit terminé, soit terminer la tâche. Alors pour cela, je vais créer une division, je vais appeler une division grosso modo. Et à l'intérieur de la division, je vais créer un bouton avec la classe btn, btn outline succès. Alors, ça veut dire un bouton avec un effet au niveau de hover. Aussi, je demande un small bouton btn sm. Ça veut dire small bouton. Alors ici, je vais mettre supprimer.
Voilà. Et d'autres boutons pour terminer la tâche. Voilà. Alors, pour ça, je vais mettre en... Alors, ça, c'est supprimé, c'est danger. Voilà. Alors, voilà. Il a affiché le titre et en bas, tout simplement de titre, il a donné la possibilité de supprimer la tâche, OK, ou terminer la tâche. On peut aussi afficher les boutons devant, tout simplement devant le titre. Alors, par exemple, ici, je demande, voilà, au niveau de LI, je demande Display Flex, voilà, et je demande justifier contenu center. Alors, pardonnez-moi, je vais faire copier-coller, justifier contenu center, voilà, et aussi, je demande align items center. Voilà. Alors, justifie contenu, c'est pas center, mais between, pardonnez-moi. Alors, pour afficher le titre et les boutons, chacun à son côté, et align item center pour centrer verticalement. Alors voilà, tout simplement l'affichage, voilà, il va devenir le titre devant le bouton supprimer et terminer. Alors comme ça, on va tout simplement, je vais faire copier-coller un autre élément. Alors voilà, comme ça, on va tout simplement afficher les éléments. Alors en supposant que nous avons par exemple, euh, pardonnez-moi, alors pardonnez-moi, alors voilà. Alors en supposant que nous avons plusieurs éléments, alors voilà, comme ça, on va tout simplement gérer les tâches et à chaque fois, on va donner à l'utilisateur de ajouter une tâche. Aussi, on va donner à supprimer une tâche ou terminer une tâche, OK? Et en bas, on va calculer le total des tâches, on va afficher le total des tâches. Alors voilà comment on a créé tout simplement une interface pour une petite application qui va gérer tout simplement les tâches. Alors voilà, bien sûr, après le front-end, la deuxième opération, c'est comment manipuler tout simplement et comment fournir ces services, l'ajout, la suppression ou modifier aussi l'état du tâche. Alors avec le JavaScript, en utilisant le tableau d'objets pour stocker les informations et aussi les différentes fonctions et les propriétés aussi, la boucle for each qu'on a étudiée pour servir tout simplement les services web demandés par notre client. Alors,